Mon mari a dit à ma fille de 7 ans, la nouvelle famille de papa est plus amusante que toi et maman. Elle l'a entendu au téléphone. Elle n'a pas mangé pendant 2 jours. Je n'ai pas pleuré. J'ai engagé quelqu'un. Ceux qui l'ont découvert a fait appeler mon mari 89 fois en une nuit, me suppliant de ne pas le faire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille de 7 ans a arrêté de manger à cause de 4 mots prononcés par mon mari lors d'un appel téléphonique qu'il pensait être le seul à entendre. Elle était censée dormir. Il était presque 22 heures un mardi soir, bien après l'heure de se coucher. Je devais être chez ma mère, en train de trier des cartons d'affaires de mon défunt père dans son grenier, mais ma mère a eu une de ces migraines, le genre qui fait que la lumière semble être du verre pilé derrière ses yeux. Alors, je suis rentré tôt. En garant dans l'allée, j'ai vu la voiture de mon mari, Wade, WD, garée à son endroit habituel. La maison était sombre, à l'exception d'une faible lueur provenant de la fenêtre de son bureau à domicile. J'ai supposé qu'il rattrapait ses emails de travail. J'ai supposé que notre fille, Junie, était bien blottie dans son lit, rêvant de chevaux, de papillons et de tout ce à quoi les enfants de 7 ans rêvent. Je me suis trompé sur tout ce soir-là. J'ai déverrouillé la porte d'entrée doucement, ne voulant déranger personne. J'ai retiré mes chaussures dans l'entrée et me suis dirigé vers la cuisine pour prendre un verre d'eau avant de monter à l'étage. C'est là que je l'ai vue. Ma fille, assise en haut de l'escalier, dans l'obscurité totale. Ses genoux repliés contre sa poitrine, son cheval en peluche préféré, Butterscotch, serré si fort contre elle que les coutures semblaient prêtes à craquer. Son visage était mouillé de larmes, mais elle n'émettait aucun son. Pas de sanglots, pas de reniflements, juste des pleurs silencieux. Le genre qui vous brise d'une manière que le bruit ne pourrait jamais faire. J'ai figé en bas des escaliers. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Junie, chérie, qu'est-ce que tu fais hors de ton lit? Elle a baissé les yeux vers moi avec ses grands yeux marrons, ce qu'elle tient de moi, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la tristesse. C'était pire. C'était de la confusion mêlée à une douleur si profonde qu'elle n'avait pas encore de mots. J'ai entendu papa parler, a-t-elle murmuré. Ma gorge s'est nouée. Qu'est-ce que papa a dit, ma puce? Elle a serré Butterscotch encore plus fort. Son petit menton tremblait. Et puis elle a dit quelque chose qui a réorganisé absolument tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage et l'homme qui dormait sous mon toit. Elle a dit, il a dit que sa nouvelle famille est plus amusante que toi et moi. Elle a dit, il a dit qu'on est ennuyeuse. Elle a fait une pause et sa voix s'est brisée sur les mots suivants. Il a ri en le disant. Maman, il riait. Nuage avec tornade, le monde bascule. Je suis resté là, au bas de ces escaliers, et le monde a basculé de côté. Nouvelle famille, plus amusante, ennuyeuse, riait. Ces mots rebondissaient dans mon crâne comme des balles ricochant sur l'os. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Ma fille était assise dans le noir, traumatisée par quelque chose que son propre père avait dit. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je m'appelle Karen Davenport, j'ai 38 ans. Je suis ergothérapeute pédiatrique dans un centre de réadaptation pour enfants à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai passé toute ma carrière à aider des enfants à guérir de choses qui n'auraient jamais dû leur arriver. J'ai tenu la main de parents en larmes dans mon bureau. J'ai guidé des familles à travers des situations impossibles avec patience, compassion et une confiance inébranlable. Mais debout au bas de mon propre escalier, regardant ma petite fille brisée, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'avais aucune idée de comment aider mon propre enfant. Parce que la personne qui l'avait blessé n'était ni un étranger, ni un accident, ni une condition médicale que je pouvais étudier et traiter. La personne qui l'avait blessé était l'homme que j'aimais depuis mes 17 ans. L'homme que j'avais épousé, avec qui j'avais construit une maison, créé une fille. L'homme qui était assis dans son bureau en ce moment même, complètement ignorant que son appel téléphonique secret venait de faire exploser une bombe au milieu de sa famille. J'ai monté ces escaliers lentement. Chaque marche était lourde, comme si je marchais dans l'eau. Quand j'ai atteint Junie, je l'ai prise dans mes bras sans dire un mot. Elle a enfoui son visage contre mon cou, et j'ai senti ses larmes tremper ma chemise, chaude et interminable. Je l'ai portée jusqu'à sa chambre, j'ai tiré les couvertures et l'ai allongée doucement. Je me suis glissé à côté d'elle, j'ai enroulé mes bras autour de son petit corps et je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir. Cela a duré jusqu'à presque 2 heures du matin. Je n'ai pas dormi du tout. J'ai juste fixé le plafond, écoutant la respiration irrégulière de ma fille se régulariser lentement.
Et j'ai pensé à l'homme dans le bureau en bas, mon mari depuis 11 ans, le père de mon enfant, un homme qui avait apparemment toute une autre famille, une famille qui était plus amusante que nous, une famille dont il riait pendant que sa vraie fille dormait à 6 mètres de là. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'en avais envie. J'ai senti les larmes monter derrière mes yeux comme une pression avant un orage. Mais quelque chose les a arrêtés. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine à la place, juste là où la chaleur se trouvait autrefois. Je n'avais pas de place pour les larmes. J'avais une décision à prendre. Au lever du soleil, je l'avais prise. J'allais découvrir exactement qui était cette nouvelle famille. J'allais documenter chaque mensonge que mon mari m'avait jamais dit. Et j'allais m'assurer que, quand tout serait fini, ma fille n'aurait plus jamais à se demander si elle était aimée. Wade Davenport pensait que son secret était en sécurité. Il pensait qu'il pouvait se moquer de nous au téléphone, puis monter et m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit comme si de rien n'était. Il pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde autour de lui. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce qui s'est passé ensuite allait défaire 11 ans de mensonges en moins de 72 heures. Et à la fin, mon mari m'appellerait 89 fois en une seule nuit, me suppliant de ne pas détruire tout ce qu'il avait construit. Mais je m'avance trop. Laissez-moi commencer par le commencement. Laissez-moi vous raconter la vie que je pensais avoir, le mariage que je croyais réel, et le moment où j'ai réalisé que j'avais vécu avec un étranger tout ce temps. Anno le début et les signes avant-coureurs. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant d'aller plus loin. J'aimais Wade Davenport de tout mon cœur. Ce n'était pas un arrangement ou un mariage de convenance. C'était un amour vrai, profond, fou qui a commencé quand j'avais 17 ans et lui 20. Il travaillait l'été dans le garage automobile de mon oncle, économisant de l'argent pour l'université. Il avait ce sourire qui me faisait faire des bonds dans l'estomac à chaque fois. Il m'apportait des fleurs sauvages cueillies au bord de la route. Il me disait que j'étais la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Et je le croyais à cause de la façon dont il me regardait en le disant. Nous nous sommes mariés quand j'avais 27 ans, après avoir terminé mes études supérieures et qu'il ait finalement décroché un emploi stable dans la vente d'équipements médicaux. Le mariage était petit, juste la famille et les amis proches dans le jardin de ma mère. Mon père m'a conduite jusqu'à l'allée de fortune entre les chaises pliantes. Et je me souviens avoir pensé que ma vie ne faisait que commencer, que toutes les difficultés étaient derrière nous. Nous avions survécu à son instabilité professionnelle dans la vingtaine. Nous avions survécu à 2 fausses couches qui nous avaient presque brisés tous les deux. Nous avions survécu à la pression financière d'acheter notre première maison avec rien d'autre que de l'espoir et une prière. Au moment où Junie est arrivée, en pleine forme, hurlante et parfaite, je pensais que nous avions mérité notre bonheur. Je pensais que l'univers nous devait un peu de paix. Pendant un certain temps, j'ai eu l'impression que nous l'avions. Notre maison était une bâtisse de style craftsman à 2 étages dans un cul-de-sac tranquille en banlieue de Charlotte. Rien de tapax en grave-l'œil, mais c'était la nôtre. Nous avions un grand jardin où Junie pouvait courir, une cuisine avec assez de plans de travail pour les crêpes du dimanche matin, et un porche où Wade et moi nous asseyions après le coucher de Junie, parlant de tout et de rien. Ma mère, Patrice, vivait à environ 40 minutes, assez près pour nous rendre visite, mais assez loin pour nous laisser de l'espace. Elle venait dîner le dimanche, et nous nous asseyions tous autour de la table comme une vraie famille, nous passant les plats et riant des histoires de Junie sur ses amis chevaux imaginaires. Je repense à ces dîners maintenant et je me demande quelle part de cela était réelle. Je me demande si Wade me mentait déjà à ce moment-là ou si les mensonges sont venus plus tard. Je me demande s'il a jamais vraiment aimé la vie que nous avons construite ou s'il faisait juste semblant en rêvant d'autre chose. Les changements ont commencé environ 8 mois avant ce mardi soir. Des petites choses au début, si petites que je les ai presque ignorées. Wade a commencé à aller à la salle de sport de manière obsessionnelle, parfois 2 fois par jour. Il ne s'était jamais beaucoup soucié de sa forme physique auparavant, mais tout à coup, il suivait ses macros, achetait de la poudre protéinée et s'examinait dans le miroir avec une intensité étrange. Il a acheté une nouvelle eau de Cologne, quelque chose de cher que je ne reconnaissais pas. Quand je lui ai demandé, il a haussé les épaules et a dit qu'il voulait essayer quelque chose de différent. Il a eu une nouvelle coupe de cheveux, plus courte sur les côtés, coiffée avec du produit. Il a commencé à se soucier de ses vêtements d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je me suis dit que c'était une crise de la quarantaine. Il venait d'avoir 41 ans. Peut-être qu'il ressentait son âge, qu'il voulait paraître plus jeune, se sentir plus confiant. Au début, j'ai même trouvé ça plutôt mignon. Mon mari faisait des efforts pour lui-même. Quelle femme s'en plaindrait? Mais ensuite sont arrivés les voyages d'affaires.
Le travail de Wade avait toujours nécessité quelques déplacements, quelques jours ici et là, pour visiter des clients dans son secteur en Caroline du Nord et en Virginie. Mais au cours de ces 8 mois, les voyages sont devenus plus longs. 3 jours sont devenus 5. 5 sont devenus 6. Il partait le lundi matin et ne revenait que le samedi soir. Épuisé, distrait, et évitant mon regard quand je lui demandais comment ça s'était passé. Il a commencé à laisser son téléphone face cachée sur toutes les surfaces. Il orientait l'écran loin de moi quand il recevait des SMS. Il a commencé à prendre des appels dans sa voiture ou dans son bureau avec la porte fermée, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Une nuit, j'en ai plaisanté. Nous nous préparions à nous coucher et son téléphone a vibré sur la table de nuit. Il l'a attrapé si vite qu'il a failli renverser son verre d'eau. Un rendez-vous galant dont je devrais être au courant, ai-je demandé, souriant, essayant de rester légère. Il n'a pas souri en retour. C'est le travail, Karen. Tout ne tourne pas autour de toi. Peut-être que si tu n'étais pas si stressé par ton travail tout le temps, tu ne serais pas aussi paranoïaque. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Je me suis même excusé. Je suis resté au lit cette nuit-là, me sentant coupable d'avoir posé la question. Convaincu que j'étais en train de devenir une de ses épouses, soupçonneuse, peu sûre d'elle, harceleuse. Je me suis dit que je devais me détendre. Je me suis dit que Wade était sous pression avec son nouveau secteur, et que je devais être de soutien, pas accusatrice. Alors, j'ai pris du recul. J'ai arrêté de poser des questions. Je me suis plongé davantage dans mon travail au centre de réadaptation, prenant des cas supplémentaires, restant tard, rentrant trop fatigué pour remarquer la distance qui grandissait entre nous. Quand ma mère a posé des questions pointues sur Wade lors de nos dîners du dimanche, j'ai écarté ses préoccupations d'un geste de la main. Wade semble distrait ces derniers temps, a-t-elle dit un soir, le regardant par la fenêtre de la cuisine pendant qu'il arpentait le jardin lors d'un nouvel appel téléphonique. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Il est juste très occupé, maman. Nouveau secteur, plus de pression. Tu sais comment sont les ventes. Elle m'a lancé le regard que les mères donnent quand elles savent que leurs enfants se mentent à eux-mêmes. Mais elle n'a pas insisté. Patrice n'avait jamais été la plus grande admiratrice de Wade. Pas depuis les débuts où il avait oublié mon anniversaire 2 années de suite. Mais elle gardait ses opinions pour elle, car elle savait que je l'aimais. Elle me faisait confiance pour connaître mon propre mariage. Je ne savais rien. J'étais somnambule dans ma propre vie, ignorant chaque signal d'alarme parce que l'alternative était trop terrifiante à envisager. L'alternative signifiait que ma vie parfaite était un mensonge. L'alternative signifiait recommencer à 38 ans avec une fille de 7 ans et le cœur brisé. Alors, j'ai gardé la tête baissée et j'ai fait semblant que tout allait bien, jusqu'à ce mardi soir où tout a volé en éclats. Panneau stop, le silence de Junie et la décision. Le matin après avoir trouvé Junie dans l'escalier, j'ai regardé mon mari faire des crêpes comme si de rien n'était. Il se tenait devant la cuisinière, en caleçon et vieux t-shirt d'université, retournant la pâte et sifflotant une chanson country. Quand Junie est descendue, il l'a prise dans ses bras et l'a embrassée sur la joue. « Tiens, ma citrouille. Prête pour les meilleures crêpes de Caroline du Nord ?» Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine, ma tasse de café serrée si fort que mes phalanges blanchissaient, et je le regardais jouer au père comme si c'était un rôle dans une pièce de théâtre. Il n'avait aucune idée que sa fille avait pleuré jusqu'à s'endormir. Il n'avait aucune idée qu'elle avait entendu chaque mot de son appel téléphonique. Il n'avait aucune idée que je savais que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Junie s'est assise à table et a fixé son assiette. Wade a posé 2 crêpes dorées devant elle, arrosées de sirop, juste comme elle aimait. Elle n'y a pas touché. Pas faim, ma citrouille? Elle a secoué la tête sans le regarder. Wade m'a regardé avec une expression confuse, comme si je devais expliquer le comportement de notre fille. J'ai haussé les épaules et j'ai bu mon café. Qu'il s'interroge. Qu'il reste dans cette confusion un moment. Je dois filer, a-t-il dit, vérifiant sa montre. Réunion matinale avec un client à Raleigh. Je serai de retour tard ce soir. Il m'a embrassé sur la joue et j'ai senti ma peau se hérisser là où ses lèvres avaient touché. Je t'aime, car. Dès que sa voiture a quitté l'allée, Junie a repoussé son assiette. Je n'ai pas faim, maman. Tu dois manger quelque chose, ma puce. Je ne peux pas. J'ai mal au ventre. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise et j'ai écarté les cheveux de son visage. Junie, ma chérie, peux-tu me parler davantage de ce que tu as entendu papa dire? Je veux comprendre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il riait, maman. Il a dit qu'on est ennuyeuse et que sa nouvelle famille est plus amusante.
Il a dit qu'il souhaiterait pouvoir y être tout le temps au lieu d'être ici. Elle m'a regardé avec une dévastation qu'une enfant de 7 ans ne devrait jamais porter. Est-ce que je suis ennuyeuse? C'est pour ça que papa ne veut plus jouer avec moi? Je l'ai serré dans mes bras. Tu n'es pas ennuyeuse. Tu es la fille la plus merveilleuse, créative, incroyable du monde entier. Tu m'entends? Elle a hoché la tête contre mon épaule, mais je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas. Comment le pourrait-elle? Son père, l'homme censé l'aimer inconditionnellement, l'avait qualifiée d'ennuyeuse en riant avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de sa nouvelle famille. Ces mots allaient vivre en elle pendant des années, peut-être pour toujours. Pendant les 2 jours suivants, Junie a à peine mangé. Quelques bouchées de pain grillé ici, une demi-banane là. Elle a arrêté de demander à regarder son émission de chevaux préférée. Elle a arrêté de dessiner des licornes et des arcs-en-ciel. Elle s'est juste assise sur le canapé avec butterscotch, fixant le vide, comme si la lumière à l'intérieur d'elle avait été éteinte. Quand Wade rentrait de ses voyages, elle l'évitait complètement. Elle ne s'asseyait pas à côté de lui au dîner. Elle ne lui faisait pas de câlin pour lui souhaiter bonne nuit. Elle tressaillait quand il essayait de lui toucher l'épaule. Qu'est-ce qui se passe avec elle? M'a demandé Wade la 2e nuit, la frustration se glissant dans sa voix. Elle agit comme si j'étais un étranger. Peut-être qu'elle couvre quelque chose, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Les enfants deviennent bizarres quand ils ne se sentent pas bien. Il a accepté cette explication parce que c'était plus facile que de creuser plus profondément. Voilà qui était Wade. Un homme qui choisissait toujours la réponse facile, le mensonge confortable, le chemin de moindre résistance. Il ne voulait pas savoir ce qui n'allait pas avec sa fille, car savoir aurait demandé des efforts. Cela l'aurait obligé à être réellement présent. Lou pointant vers la droite l'enquête. Le 3e matin, j'ai appelé ma mère. Patrice est arrivé dans l'heure, a jeté un coup d'œil à Junie, allongée apathique sur le canapé, et m'a tiré dans la cuisine avec une poigne qui voulait dire « ça suffit ». Dis-moi tout, a-t-elle dit. Et n'essaie surtout pas d'édulcorer la situation, Karen. Je le vois sur ton visage. Quelque chose ne va vraiment pas. Alors, je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, ce que Junie avait entendu, la nouvelle famille, les rires et les 2 jours où ma fille avait refusé de manger. Je lui ai parlé de l'obsession pour la gym, de la nouvelle eau de Cologne et des voyages d'affaires qui ne cessaient de s'allonger. Je lui ai parlé du téléphone qu'il gardait comme un secret d'État et de la façon dont il s'était emporté contre moi lorsque j'avais posé des questions. Quand j'ai fini, le visage de ma mère s'était transformé en pierre. Une pierre froide, dure et furieuse. Je ne l'ai jamais aimée, a-t-elle dit doucement. Tu le sais, depuis le tout début, quelque chose chez cet homme ne me plaisait pas. Mais j'ai gardé le silence parce que tu l'aimais et que je te faisais confiance pour faire tes propres choix. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle a saisi mes mains et a serré fort. Tu dois appeler Laurine tout de suite. Aujourd'hui. Laurine Ashby était ma cousine du côté de mon père. 45 ans, vive comme une lame, et l'une des meilleures avocates en droit de la famille Araleg. Elle avait géré des dizaines de cas de divorce, y compris des affaires salissantes impliquant l'infidélité et des biens cachés. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin de ses services. Je n'avais jamais imaginé que je serais une de ces femmes assises en face d'un avocat expliquant comment son mariage s'était effondré. Je ne sais même pas s'il me trompe vraiment, ai-je dit faiblement. Peut-être que Junie a mal compris. Peut-être que ce n'est pas ce que ça semble être. L'expression de ma mère n'a pas vacillé. Karen, ta fille a arrêté de manger. Les enfants n'arrêtent pas de manger à cause d'un malentendu. Quelque chose se passe dans ton mariage, et tu dois découvrir ce que c'est avant que cela ne te détruise, toi et cette petite fille. Appelle Laurine. J'ai regardé par l'embrasure de la cuisine Junie sur le canapé, petite et pâle, serrant sa peluche de cheval comme si c'était la seule chose sur qui restait au monde. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Laurine a répondu à la 2e sonnerie. J'entendais le bruit de son cabinet d'avocat en arrière-plan, des téléphones qui sonnaient, des claviers qui cliquaient et le bourdonnement des gens faisant un travail important. Quand je lui ai dit pourquoi j'appelais, tout s'est tu de son côté. J'ai entendu une porte se fermer. Puis sa voix est revenue, plus basse et plus sérieuse. Raconte-moi tout, Karen. Commence par le début et nomme rien. Je lui ai donc raconté toute l'histoire pour la 2e fois ce jour-là. L'appel téléphonique, les mots de Junie, les changements chez Wade au cours des 8 derniers mois, les voyages d'affaires, le secret, l'eau de Cologne et la salle de sport, et la façon dont il regardait son téléphone comme s'il contenait quelque chose de précieux qu'il devait protéger. Laurine a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, elle a laissé échapper un long soupir.
D'accord, voici ce que tu dois comprendre. Pour l'instant, tu as des soupçons. Les soupçons ne suffisent pas. Si tu veux te protéger, toi et Junie, lors d'un divorce, tu as besoin de preuves. La Caroline du Nord est un état de distribution équitable, ce qui signifie que les biens sont divisés équitablement, mais pas nécessairement de manière égale. L'adultère peut affecter la pension alimentaire. Plus important encore, si Wade mène une sorte de double vie et dépense des fonds conjugaux pour une autre femme, c'est une faute financière. Tu as besoin de documents pour tout avant de faire le moindre pas. Comment puis-je obtenir des documents? Tu engages quelqu'un pour les trouver pour toi. Je connais un détective privé du nom de Thaddeus Conton. C'est un ancien détective de police, il dirige sa propre firme maintenant. Il est cher, mais il est minutieux et il est discret. S'il y a quelque chose à trouver, Tad le trouvera. J'ai failli rire. Un détective privé. Cela ressemblait à quelque chose tiré d'un film, pas de ma vie réelle. Il y a 2 semaines, je me préoccupais de savoir si Junie mangeait assez de légumes et si nous pouvions nous permettre de repeindre le salon. Maintenant, on me disait d'engager quelqu'un pour espionner mon mari. Karen, je sais que cela semble surréaliste, a dit Laurine, lisant mon silence. Mais tu as besoin de savoir à quoi tu fais face. Pour le bien de Junie, si rien d'autre. Cette petite fille souffre déjà. Ne laisse pas cela traîner plus longtemps que nécessaire. Elle m'a donné le numéro de Tad. Je l'ai fixé pendant 1 heure avant de finalement l'appeler. Appareil photo avec flash, la vérité révélée. Son bureau se trouvait au-dessus d'une quincaillerie dans une vieille partie de la ville, le genre de bâtiment qui semblait n'avoir pas été rénové depuis les années 1970. J'ai monté un escalier étroit et j'ai trouvé une porte avec une vitre dépolie où était écrit « Conton Investigation » en lettres dorées fanées. À l'intérieur, le bureau était petit mais propre. Un bureau en bois, 2 chaises pour les clients, des classeurs contre le mur et une fenêtre donnant sur la rue en contrebas. Thaddeus Conton n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de trench coat, de cigarette ou de comportement théâtral. C'était un homme calme, d'apparence ordinaire, au début de la cinquantaine, avec des lunettes de lecture posées sur son nez et un bloc-notes jaune devant lui. Il s'est levé quand je suis entré et m'a serré la main avec une poignée ferme mais douce. « Madame Davenport, veuillez vous asseoir. Dites-moi ce qui se passe. » Je me suis assise en face de lui et j'ai raconté l'histoire pour la 3e fois. C'est devenu un peu plus facile à chaque fois, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre et non de la mienne. Tad a écouté attentivement, prenant des notes d'une écriture soignée, posant des questions occasionnelles. Quand les changements de comportement ont-ils commencé? Votre mari a-t-il une carte de crédit séparée à laquelle vous n'avez pas accès? A-t-il mentionné de nouveaux collègues ou amis récemment? A-t-il une routine pour ses voyages d'affaires, ou les lieux varient-ils? J'ai répondu du mieux que j'ai pu. Il y avait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse, ce qui m'a fait réaliser à quel point je savais peu de choses sur la vie de mon mari en dehors de notre foyer. Quand j'ai terminé, Tad a posé son stylo et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Madame Davenport, d'après mon expérience, quand quelqu'un soupçonne une infidélité, il ne se trompe presque jamais. L'instinct le sait avant que l'esprit ne l'accepte. Vous remarquez des choses depuis 8 mois. Vos instincts vous ont amené ici. Je ferais confiance à vos instincts si j'étais vous. Alors, vous pensez qu'il me trompe? Je pense que quelque chose se passe qu'il ne veut pas que vous sachiez. Que ce soit une liaison ou autre chose, je ne peux pas le dire pour l'instant, mais je vais le découvrir. Donnez-moi 1 semaine. Je ferai un suivi sur ses voyages d'affaires, je vérifierai les irrégularités financières, je verrai s'il y a une autre adresse ou une autre personne dans le tableau. Vous aurez des réponses. J'ai signé le contrat et fait un chèque qui m'a retourné l'estomac. C'était réel. J'étais en train de faire ça. J'engageais quelqu'un pour enquêter sur mon mari, l'homme que j'aimais depuis plus de 2 décennies. Tad a dû voir quelque chose sur mon visage parce qu'il s'est penché légèrement. Madame Davenport, je sais que c'est difficile, mais quoi que je trouve, vous serez mieux de connaître la vérité. C'est l'ignorance qui détruit les gens. Croyez-moi sur parole. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second. Cette nuit-là, Wade est revenu d'un autre voyage d'affaires. Il m'a embrassé pour me dire bonjour, a demandé ce qu'il y avait pour le dîner, s'est plaint de la circulation sur l'autoroute, des choses de mari normales. Je l'ai regardé se déplacer dans notre cuisine, prendre une bière dans le frigo, desserrer sa cravate, et j'ai eu l'impression de regarder un étranger portant le visage de mon mari. Ça va, car? Tu as l'air distraite. Juste fatiguée, ai-je dit. Longue semaine. Il a accepté cela sans question. Il acceptait toujours la réponse facile.
Ma mère s'est installée dans notre chambre d'amis le lendemain sous prétexte d'aider avec Junie pendant que je travaillais tard. En réalité, elle était là pour me garder saine d'esprit et distraire Junie. Chaque nuit, après que Wade se soit endormi, je m'asseyais avec Patrice dans la cuisine et nous parlions à voix basse de ce qui pourrait arriver. Elle me tenait la main de l'autre côté de la table et me disait que j'étais assez forte pour gérer tout ce que Tad découvrirait. Je n'étais pas sûr qu'elle ait raison, mais j'étais sur le point de le découvrir. Tad a appelé le 5e jour. J'étais au travail, assise dans mon bureau entre les séances de patients, essayant de me concentrer sur des notes de cas qui ne voulaient pas rester dans mon cerveau. Quand j'ai vu son numéro sur mon téléphone, mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Madame Davenport, j'ai des informations. Pouvez-vous parler en privé? J'ai fermé la porte de mon bureau et me suis assise lourdement sur ma chaise. Allez-y. Les voyages d'affaires de votre mari ne correspondent pas à ses notes de frais. Il vous a dit qu'il était à Raleigh, mais ses frais d'hôtel sont à Greensboro, une ville entièrement différente. Je l'ai suivi lors de son dernier voyage. Il a conduit directement à une adresse résidentielle, un appartement de 2 chambres dans un joli complexe du côté ouest de la ville. Une femme y vit. Elle s'appelle Brienne Felton, 29 ans. Elle travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, le même secteur que votre mari. Elle a un fils de 4 ans nommé Hollis. La pièce a vacillé. J'ai saisi le bord de mon bureau pour me stabiliser. Il y a plus, a poursuivi Tad, sa voix prudente et mesurée. J'ai creusé les finances de votre mari. Il y a 14 mois, il a ouvert un compte courant séparé dans une banque que vous n'utilisez pas. Il a versé ses primes de commission sur ce compte. Au cours de la dernière année, il a dépensé environ 47 000 $ de cet argent. La majeure partie de cet argent est allée à Brienne Felton. Il payait son loyer. Il lui a acheté une voiture, un Honda Pilot enregistré à son nom. Il est répertorié comme contact d'urgence à l'école maternelle de son fils. Les enseignants là-bas le connaissent comme le beau-père de Hollis. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. 47 000 $, une voiture, un appartement, un enfant qui appelait mon mari son beau-père. Ce n'était pas une aventure. Ce n'était pas une erreur. C'était toute une autre vie, soigneusement construite et entretenue pendant plus d'1 an, pendant que je dormais à côté de lui chaque nuit. Madame Davenport, êtes-vous toujours là? Je suis là, ai-je réussi à dire. Y a-t-il autre chose? Il y a eu une pause. Quand Tad a parlé à nouveau, sa voix était plus douce. J'ai des photographies. Je tiens à vous prévenir, certaines sont difficiles à regarder, mais vous en aurez besoin pour la procédure de divorce. Il me les a envoyées par email pendant que nous étions encore au téléphone. J'ai ouvert la pièce jointe avec des mains tremblantes. La première photo montrait Wade poussant un petit garçon sur une balançoire dans un parc, tous deux riant. La seconde montrait Wade portant le même garçon sur ses épaules à ce qui ressemblait à une foire de comté, une barbe à papa à la main de l'enfant. La troisième est celle qui m'a brisé. Wade, Brienne et Hollis, assis ensemble dans une cabine de restaurant, se penchant l'un vers l'autre comme un portrait de famille. Brienne était jolie, plus jeune que moi, avec des cheveux blonds et un sourire éclatant. Hollis avait sa couleur, mais quelque chose dans son expression me rappelait Junie, juste un enfant, heureux d'être avec les adultes qu'il aimait. J'ai regardé le horodatage de la photo de la foire. 15 juin. C'était le 7e anniversaire de Junie, le jour où Wade m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir à sa fête à cause d'une réunion client critique qui ne pouvait pas être reportée. J'avais trouvé des excuses à nos invités. J'avais dit à Junie que papa était désolé et qu'il se rattraperait. Elle avait soufflé ses bougies sans lui pendant que je prenais des photos avec un faux sourire plaqué sur mon visage. Il était à une foire de comté avec l'enfant d'une autre femme pendant que sa propre fille se demandait pourquoi son père n'était pas venu à sa fête d'anniversaire. Je me suis assise dans mon bureau et j'ai laissé les larmes couler. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. Des larmes qui brûlaient en coulant sur mon visage. Tout l'amour que j'avais ressenti pour Wade Davenport s'est transformé en quelque chose de plus dur et de plus froid à cet instant. Il ne méritait